On s'est établi dans ce village parce qu'on a cherché on n'était pas citadins tous les deux, on cherchait une maison à la campagne et puis on est tombé sur cette maison compagnonique qui nous a plu. C'est plus l'aspect, c'est une région qui est encore tranquille, encore une belle faune, une belle biodiversité, donc c'est ça qui nous a attirés. Bon, la Bourgogne, a une chambre de lecture très très en retard sur les autres chambres de lecture. Ça a été très en retard. Ils se sont réveillés tardivement à la biologie, hein. Quand nous on a démarré dans le monde vigneron, sur les 1500 vignerons, il y en avait que 5 qui étaient en biologie, hein, en 1990. Bon, maintenant ils sont 250, mais à l'époque on sentait le poids de la chimie et de l'agro-industrie sur la Bourgogne, qui était très très pesant. Surtout qu'en plus, ici, vous êtes dans une région où, comme ils disent à la PAC, le plan Mansholt a été réalisé, ça, il n'y a plus d'agriculteurs. Vous voyez, ici, on est sur une commune, Marais-Sortie, c'est 1500 hectares, il n'y a plus que 2 agriculteurs. C'est-à-dire qu'ici, pour vivre sur le plateau de Langres, il faut, avec 100 hectares, vous n'avez pas le SMIC, quoi. C'est-à-dire qu'il faut 150, 200 hectares pour s'en sortir, quoi, ce qui est absurde. Enfin, alors qu'avant, début du XXe siècle, ici, il y avait une vingtaine d'agriculteurs, quoi, sur la même surface. Donc, c'est une région qui a été dévastée sur le plan humain. Oui, un village comme Marais, il avait 1500 habitants au Moyen-Âge, on n'est plus que 300. Donc, vous voyez, ça va être un ravage. Mais ils sont contents, la CE, parce qu'ils disent que le plan Mansholt a été réalisé. C'est qu'il n'y a plus de paysans. Vous voyez, le canton suivant, le canton de Grancey, ils sont 1500 habitants et il y a 1600 cerfs et biches. C'est qu'il y a plus de cerfs que d'habitants. Et ils trouvent que c'est très bien. Ils sont contents, la CE, d'avoir vidé cette région de ses habitants, ce qui pour nous est une catastrophe. C'est pas du tout. Il n'y a pas de quoi se glorifier d'avoir vidé cette région de la Haute-Marne et du nord de la Côte d'Or de sa population. C'est pas une réussite. Mais parce que la chimie ne permet pas, la révolution verte ne permet pas aux gens de vivre dans cette région. Si vous voulez, ici, vous étiez dans une région qui avait 2 grands produits de terroir, qui étaient la moutarde, qui était complètement disparue, puisque maintenant nous importons notre moutarde du Canada. C'est qu'on fait de la moutarde de Dijon avec de la moutarde canadienne, ce qui est évidemment absurde. Cette moutarde était faite avec les vinaigres de la côte, hein. C'est qu'il y avait une association entre le plateau qui fournissait la moutarde et la côte qui fournissait les vinaigres. Ça a disparu. Maintenant, c'est fait avec de la moutarde canadienne, avec des vinaigres qui viennent même pas de Côte d'Or. Et puis il y avait une autre grande spécialité ici, c'était les lentilles. On faisait des lentilles de très très haute qualité sur le plateau de Langres, complètement abandonnées. Plus personne ne fait des lentilles dans le coin. Donc si vous voulez, ici, c'est une région qui a perdu sa tradition paysanne. Pour faire quoi? Du blé, orge, colza. Voilà, blé, orge, colza, c'est tout ce qu'ils font. Tout l'élevage a quasiment disparu. Donc on est dans un système plan PAC, système PAC, quoi, mais qui n'a plus de réalité par rapport à son terroir. Je crois que ça, c'est vraiment important. Puis je pense que même moi, je me souviens quand on était à l'INRA, donc dans les années 90, il y avait des jardins ouvriers qui étaient en bordure de la ceinture autour de Dijon. Et puis à cette époque-là, c'était peut-être encore très doré. Et les gens ont de moins en moins demandé ces jardins partagés. On disait jardin ouvrier d'ailleurs. Et ces jardins, il y en a beaucoup qui ont été abandonnés. Et puis les villes ont reconstruit dessus. Et là, je pense, vu la crise, vu ce qui se passe, les gens redemandent ces jardins parce que c'est un droit. En fonction de son revenu, c'est pas pour tout le monde, mais c'est en fonction de son revenu, on peut avoir droit à un jardin dit ouvrier ou partagé. Et ça, il y a une vraie demande, je pense, à cause de la crise. Et quelque part, c'est un lien, je trouve que c'est important parce que c'est un lien. Les citoyens sont tellement déconnectés du monde agricole, ils ont tellement de choses à comprendre que ça permettra, moi je vais plus loin, c'est d'accepter de consommer des produits à leur juste prix et d'arrêter de croire que la nourriture vaut pas cher. C'est quand vous faites votre jardin, que vous piochez, que vous mettez une graine, que ça pousse peut-être, ça pousse pas le rendement. C'est se remettre en fait vraiment au niveau et pas de se dire bon au supermarché il y a des kilos et des kilos de tomates à un prix absolument dérisoire. Et je pense que c'est vraiment une vraie évolution ça. Ça permettra de remettre le paysan à sa juste valeur et au moins de faire comprendre que c'est un travail assez difficile. On est dans un système absurde où on veut d'un côté une agriculture hyper intensive où il n'y a plus de biodiversité, où tout est nettoyé, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et puis on veut faire des parcs nationaux. Non, je ne savais pas qu'ils faisaient un parc national, mais de toute façon c'est un peu n'importe quoi. On pense qu'on peut faire des îlots
des îlots comme ça, un peu comme il y aurait des Néandertals dans un coin, comme ça, qu'on entourerait d'une zone dit parc national. Et puis le reste, on intensifie à mort, on fout des pesticides partout, on saccage tout. Je veux dire, autrefois, moi, quand j'étais gamin, l'agriculture, elle était riche en faune. Moi, je me souviens, enfant, quand on roulait la nuit en France, on voyait traverser des lapins, des lièvres, il y a plein de gibier. Elle était giboyeuse, l'agriculture française, parce qu'on n'arrosait pas toute notre campagne de ces pesticides et de tous ces engrais chimiques. Donc, il n'y avait pas besoin de faire des parcs nationaux et puis de l'agriculture. Tout vivait ensemble. Il y avait de la faune, il y avait des hommes, il y avait de la nourriture, tout le monde cohabitait tranquillement. Alors maintenant, on a décidé que non, il faut qu'il y ait des parcs nationaux où on va foutre en l'air, on va mettre dehors tout le monde, et puis à côté, on va intensifier. Je trouve que cette approche est totalement absurde. Je pense que normalement, si les êtres humains étaient en équilibre avec leur nature, ils n'auraient pas besoin de créer des parcs nationaux. D'autant plus que les parcs nationaux, on sait que quand on enferme des animaux dans un milieu, ils dégénèrent. Ces animaux sont comme nous, ils ont besoin de circuler. Alors on a créé des autoroutes, on a créé des véritables barrières ou des canaux. Maintenant, toutes les rivières sont canalisées en béton. Les animaux sauvages ne peuvent plus les traverser. On a créé des espèces de ghettos comme ça. Il y a le ghetto humain, il y a le ghetto sauvage. Enfin, je trouve que il y a les ghettos humains. Au sein même de Lévis, il y a des ghettos pour immigrer, etc. On rentre dans un monde de ghettos qui, moi, me terrifie complètement. Pour la COP 21 ou le Grenelle de l'environnement, où toutes les positions, où quand même on devrait mettre le sol au centre, on n'est jamais contacté, jamais. Je pense qu'on a un discours qui gêne énormément. Bon, quand Claude vient de vous dire ça, dire où notre position par rapport effectivement à un zoo, on va mettre tout le monde dans des zoos, quoi. Et on n'est jamais convoqué. On dit qu'il y a des experts du sol, mais je peux vous assurer que c'est des gens qui se disent experts du sol, mais ils ne le sont pas. Ils vont pas sur le terrain, ils font pas des profils. Et dans la COP 21, on n'a même pas été approché. Notre ministre n'a pas, et pour le Grenelle de l'environnement, c'était pareil, quoi. Donc ça m'étonne pas qu'on soit pas approché, hein. Ça nous choque. Vous vous rendez compte qu'il y a une directive européenne sur l'eau, vous n'avez pas le droit de vidanger votre voiture dans une rivière, il y a une directive sur l'atmosphère, vous n'avez pas le droit de brûler des pneus, il n'y a aucune directive sur le sol. Et pourtant, les députés ont demandé la création d'une directive sur le sol au niveau de la CE. Ça a été refusé par les grands lobbies agro-industriels, c'est que vous pouvez mettre tous les poisons que vous voulez dans un sol, vous n'avez aucun problème législatif. Comment voulez-vous créer un parc national quand on laisse empoisonner les sols? Je veux dire, la base de toute la pyramide de la vie, c'est les collemboles, les vers de terre qui nourrissent tous les oiseaux, qui nourrissent les reptiles, etc. 90% de la vie du sol a disparu, donc toute la pyramide s'est effondrée. Je veux dire, on a perdu 90% de nos hirondelles, de nos insectivores, de nos reptiles, de nos chauves-souris. Comment voulez-vous créer un parc national si déjà il n'y a pas de directive pour protéger les sols? Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas protégé les sols, on ne pourra pas faire de parcs nationaux dignes de ce nom. Il faut que dans la nature, les hommes et la nature cohabitent. Il ne faut pas faire des oppositions. Enfin. D'autant plus qu'à la CE, là, quand un produit va être sur le marché, en fait, il peut être mis sur le marché avant que l'entreprise fournisse tous les tests de conformité. Donc, dans les produits on peut dire, le cruiser, en fait, ils peuvent le mettre sur le marché, même si les tests ne sont pas finis. Ils garantissent que dans les années qui suivront, ils fourniront les tests. Donc ça, c'est quand même bon. Et c'est que ça, je parle de produits pour le sol. Hein, donc, ils n'ont pas l'obligation de... Ils promettent. Voilà.